Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que tout le monde est bien installé en respectant la distance sanitaire. Merci. Avant d'ouvrir la séance, une information sur l'évolution de notre dossier de sortie de Flairago. Comme vous le savez, par un courrier en date du 7 octobre, Madame la préfète a refusé la sortie de la ville de la Ferté-Macé de Flairago à un habitant près. Elle précise que la décision de retrait au 31 décembre 2020 ferait passer Flairago à 50 000 habitants, alors que selon elle, la loi du 27 décembre 2019 fixe ce seuil à 50 001 habitants. Nous contestons fermement cette position erronée de Madame la préfète pour les raisons suivantes. Les Fertoises et les Fertois nous ont clairement et démocratiquement élus sur un projet basé sur la sortie de Flairago, pour retrouver d'une part notre identité et d'autre part notre territoire naturel en sollicitant l'entrée de notre ville dans la communauté de communes Andenne-Passé avec Bagnoles de l'Orne Normandie. Dès le 21 juillet 2020, le conseil municipal a pris une délibération précisant l'application de la procédure dérogatoire de retrait de Flairago, en indiquant que la condition de seuil démographique était respectée. Madame la préfète ne nous a adressé aucune remarque sur la légalité de cette délibération. Conformément à la loi, nous avons fait réaliser une estimation des incidences financières de l'opération sur les ressources et les charges, ainsi que sur le personnel des communes et intercommunalités concernées, avec la collaboration de Flairago et de la communauté de communes Andenne-Passé, contrairement aux affirmations peu crédibles de M. Dalmont dans la presse. Remise à Madame la préfète, à messieurs les présidents de Flairago et de la communauté de communes Andenne-Passé le 9 septembre, cette étude n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune remarque. Le conseil municipal a pris une nouvelle délibération le 21 septembre, constatant l'application de la procédure de retrait et validant cette étude. Madame la préfète ne nous a adressé aucune remarque sur la légalité de cette délibération. Le 7 octobre, Madame la préfète nous a adressé un courrier par lequel elle n'autoriserait pas la sortie de la Ferté-Macé de Flairago, en se fondant sur une interprétation très contestable du seuil démographique applicable. Selon elle et ses services, il faudrait atteindre 50 001 habitants et non pas 50 000, comme c'est le cas en 2020. Il manquerait donc un habitant. La communauté de communes Andenne-Passé devait, après présentation de l'étude d'impact le 13 octobre, délibérer et se prononcer sur le principe de notre adhésion le 29 octobre. Depuis le 7 octobre, nous avons multiplié en vain les contacts avec Madame la préfète pour qu'elle revienne sur sa décision et qu'elle respecte le vote des Fertois. 2 recours ont donc été déposés auprès du tribunal administratif le 4 décembre dernier, un référé suspension et un recours en annulation. Par ordonnance du 10 décembre, le juge des référés, sans apporter de réponse au fond, a rejeté notre requête pour défaut d'urgence. Le juge estime donc qu'il n'y a pas urgence à prendre la décision au fond. La procédure continue en attendant la décision au fond du tribunal administratif. Bien, je vais demander qu'on fasse l'appel. Monsieur Collado. Oui. Vous venez de répondre donc par avance à la question diverse que oui, c'est une information au conseil municipal, comme ça se fait dans les autres instances. Donc il n'y a pas lieu que je repose la question en question diverse. Tout à fait. J'imagine, parce que vous allez me refaire la même réponse. Voilà, exactement. Vous évoquez le territoire naturel, oui. Je vous entends. Sachez que dans nos espaces, il y a bien longtemps qu'on n'y a plus d'espace naturel, on n'a que des espaces construits. Des espaces construits au point de vue politique, évidemment. Et le territoire dont vous parlez, il n'a jamais eu une construction, encore moins politique. Par ailleurs, si vous êtes si sûr de votre délibération, pourquoi Andenne-Passé n'a-t-elle pas jugé bon de se prononcer? Madame la préfète, certes, n'a pas
contredit votre délibération, mais pour autant, comment vous expliquez qu'en l'année passée n'est pas jugé bon de se prononcer sur votre adhésion? Voilà une question à votre première réponse. Je vais vous répondre, M. Collado. Andenne Passé n'a pas délibéré. Comme je l'ai indiqué tout de suite, le 7 octobre, Madame la Préfète a adressé un courrier par lequel on ne pourrait pas sortir de Flairado. Il est logique que le président de la communauté de communes Andenne Passé, voyant que cette impossibilité écrite par Madame la Préfète, arrête la procédure qui était engagée. J'ai rappelé les dates de réunion qui étaient prévues. Vous pourrez les contrôler dans la presse. L'étude devait être présentée le 13 octobre par le cabinet Calia à l'ensemble du conseil communautaire d'Andenne Passé, et une délibération était prévue le 29 octobre. Voilà. Mais si je ne me trompe pas, vous pouvez me contredire, il n'y a pas de souci. Le courrier de Madame la Préfète n'était pas en soi une décision, mais une information. C'est une décision, M. Collado. Quand Madame la Préfète dit je ne signerai pas l'arrêté de sortie de la Ferté-Macé, c'est une décision qu'elle prend. Pourquoi n'était pas contesté dans ce cas-là les délibérations? Je ne sais pas. Vous lui poserez la question. On peut passer à l'appel. Michel Leroyer. Présent. Sylvie Erard. Présent. Olivier Breuil. Présent. Véronique Clémenté, Da Concé-Sao. Présent. Guy Midi. Présent. Christine Gervais. Présent. Roland Fouché. Présent. Joël Tanguy. Présent. Sylvie Cellier. Présent. Joël Chapelle, absent, a donné pouvoir à Michel Leroyer. Sylvain Mauduit-Lelièvre. Présent. Rémi Dujarrier. Présent. Yves Salard. Présent. Daniel Berthelot. Présent. Thierry Gru. Présent. Isabelle Mélé, absente, a donné pouvoir à Madame Erard. Alexis Aubin. Présent. Nathalie Géraud. Présent. Marjolaine Courriot. Présent. Pascal Antoine. Présent. Stéphane de Bachelet, présent. Anne Rouleau-Collin, absente, a donné pouvoir à Véronique Clémenté. Anthony Bureau. Absent. Absent. André Lamotte, absent, a donné pouvoir à Olivier Breuil. Angélique Belfort, absente, a donné pouvoir à Michel Leroyer. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer, absente, a donné pouvoir à Yvon Frémont. Jackie Clément. Présent. Patrick Antoine. Présent. José Collado. Présent. David Chopin, absent, a donné pouvoir à José Collado. Antigone Gorgalas. Présent. Linda Carillo de Almeida. Présent. Merci. Il faut maintenant désigner un secrétaire de séance. Je vois que Stéphane est bien parti. Bon. C'est bon, Stéphane. Oui, Monsieur Collado. Une question avant de commencer le conseil. Nous avions émis le souhait la dernière fois de permettre aux élus qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se déplacer de participer en visio à la réunion. On dit participer effectivement en visio, comme ça se fait. À quel moment pourrons-nous faire participer ces élus, surtout que l'épidémie reprend une hausse? À quel moment pourra-t-on permettre aux élus empêcher de participer en visio aux conseils municipaux? Donc nous avons consulté notre délégataire et notre entreprise qui intervient sur les systèmes informatiques de la mairie. L'installation au niveau de la salle des mariages d'un système visioconférence est estimée en termes d'investissement à 15 600 euros pour retransmettre les séances du conseil municipal en direct sur les sites YouTube, etc. Non, je complète. C'est pas ma question. Hein, non, je complète. Puisque vous aviez posé la question la dernière fois, pour réaliser cette retransmission en direct, ça nécessite aussi l'intervention de prestataires extérieurs en termes de son et d'image.
si l'on compte 6 réunions de conseil municipal par an, c'est un coût de 21 600 € sur l'année, en termes de fonctionnement. Installer un système en visioconférence dans la salle des mariages, j'ai indiqué l'investissement, c'est quelque chose que l'on discutera dans le cadre du budget, pour installer de façon pérenne le système dans la salle. Est-ce qu'on fera le choix ou pas? On le discutera dans le cadre du budget, qui ne va pas tarder, puisque c'est début d'année. Ma question ne portait pas sur le direct, parce que là, le public n'est pas interdit. Ma question portait vraiment sur quelque chose d'assez simple qui permette aux gens, en vision, on le fait tous, quand on a des réunions à faire pour éviter d'aller trop loin, surtout quand il y a l'épidémie, une tablette, et qu'elle permette à quelqu'un de se connecter, y compris simplement sur votre table, sans avoir à projeter. C'est quelque chose simplement d'assez simple techniquement aujourd'hui avec les outils. Le direct, c'est une autre question quand le public est empêché. Et ça, je l'ai demandé la dernière fois, pas aujourd'hui. D'accord. Donc on regardera dans le cadre de la préparation budgétaire. J'en étais, très bien, on va commencer. Question numéro 1, ouverture dominicale 2021, Sylvie Erard. Donc, comme chaque année, nous devons délibérer avant la fin de l'année sur les autorisations d'ouverture dominicale de certaines catégories de magasins. Ceci est lié à la modification de la loi du 6 août 2015 qui porte à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le maire peut autoriser l'ouverture des établissements de commerce de détail. Si nous souhaitons proposer 5 dimanches, c'est le maire seul. Si nous voulons aller jusqu'à 12, il faut consulter le PCI, c'est-à-dire Flair Agglo. Dans la continuité des années précédentes, il est proposé à l'Assemblée de ne pas excéder 5 dimanches par an par commerce de détail. Donc nous avons demandé aux commerçants de nous donner les dates sur lesquelles ils souhaitaient ouvrir. Vous remarquerez que selon la typologie des magasins, ils ont demandé soit 4, soit 2 dimanches. Il en reste donc à la discrétion des magasins qui pourront nous demander éventuellement un dimanche supplémentaire dans l'année s'ils ont un événement particulier qu'ils n'avaient pas pu prévoir. Comme la loi l'exige, les unions syndicales, salariales et patronales ont été consultées. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier et d'émettre un avis à cette proposition, d'autoriser M. le maire à prendre les arrêtés municipaux correspondants et de charger M. le maire d'effectuer toute démarche utile nécessaire pour la conduite à bonne fin de la présente décision. Merci. Y a-t-il des questions, M. Collado? Compte tenu de la crise, et sans doute qu'elle va durer, et des fermetures possibles encore, n'est-il pas judicieux de permettre une ouverture d'un nombre de dimanches un peu plus élevé? Ce n'est pas une obligation, mais c'est une permission au magasin en question. Voilà, c'était juste la question qui pouvait se poser compte tenu des contraintes qu'il y a eu en 2020 et qu'il peut y avoir à nouveau en 2021 en raison de la crise sanitaire et des fermetures administratives. Tout à fait, mais on a consulté les magasins, voilà, eux ils ont envoyé ces dates-là. En disant un dimanche supplémentaire nous suffira. Et je pense que si la crise devait s'aggraver, qu'on ait des problèmes économiques, au niveau national, on aurait sûrement une autorisation de souplesse de reporter des dates. Nous, on est tout à fait à l'écoute de ce que les commerçants vont nous demander. Merci. D'autres interventions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question numéro 2, dénomination de la salle des arts martiaux, Olivier Brahim. Merci. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu'en hommage de Madame Mélanie Lemay, gendarme de 25 ans, tuée par un chauffard lors d'un contrôle routier le 4 juillet 2020 dans le Lot-et-Garonne, la commune pourrait baptiser la salle des arts martiaux Mélanie Lemay, en hommage à cette jeune femme talenteuse qui, en marge de sa carrière des forces de l'ordre, était passionnée par le judo, discipline dans laquelle elle a gagné de nombreux trophées nationaux et internationaux. Son potentiel de judoka avait été détecté au niveau national chez les jeunes, une médaille de bronze chez les juniors lui ayant permis d'intégrer l'INSET. Mais une blessure à un genou avait brisé ses espoirs de carrière au plus haut niveau. C'est cette blessure qui est à l'origine de sa reconversion dans la gendarmerie.
En 2016, elle avait remporté la médaille de bronze aux mondiaux militaires. Madame Mélanie Lemay a été promue major à titre posthume et lors d'un hommage national, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lui a remis la décoration de chevalier de la Légion d'honneur et la médaille militaire. C'est donc tout naturellement que sa commune natale, choquée par la brutalité de sa disparition, souhaite lui rendre hommage et honorer sa mémoire. Pour que vive son souvenir, un Ginkgo biloba sera planté à côté de la salle, Ginkgo qui a été offert et planté par les amis de sa famille. Il est proposé donc au conseil municipal de baptiser la salle des arts martiaux Mélanie Lemay, en hommage à Madame Mélanie Lemay, de charger Monsieur le maire d'effectuer toutes les démarches. Merci. Des interventions? On ne voit pas. Abstention? Vote contre? Merci. Numéro 3, désignation des représentants du musée du jouet au réseau des musées de Normandie. Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal que par délibération du 1er juillet 2019, la commune de La Ferté a adhéré au réseau des musées de Normandie du jouet. Cette convention d'adhésion ayant pour objet de rappeler les valeurs déontologiques partagées par les membres de cette a été conclue avec la Fabrique du patrimoine de Normandie en 2019 pour une durée de 5 ans. Dans le cadre de cette convention, chaque musée est représenté par 2 électeurs, un professionnel ou un bénévole actif, un élu de la collectivité. Comme suite aux élections municipales du dimanche 28 juin 2020, il convient de désigner 2 nouveaux représentants. Le conseil municipal propose donc pour le bénévole actif Madame Sylvie Héra et l'élu de la collectivité gestionnaire Madame Joëlle Tanguy, de charger Monsieur le maire d'effectuer les démarches. Merci. Des interventions? On ne voit pas. Abstention? Vote contre? Merci. Question numéro 4, convention de mise à disposition de locaux à l'association Union des retraités personnes âgées. Monsieur le maire informe les membres de l'Assemblée que par courrier du 16 octobre, l'association Union des retraités et personnes âgées, représentée par son président Roland Fouché, demande à occuper un bureau sur notre commune afin d'y organiser leurs réunions et recevoir leurs adhérents. L'association précise qu'elle est prête à partager ce bureau avec une autre association. Le rez-de-chaussée de la maison Bobo semble indiqué et il est également mis à disposition du comité d'action sociale du personnel pour un usage de bureau et il pourrait convenir. L'occupation du local devra être ainsi effectuée en accord entre ces 2 associations. En effet, il convient de matérialiser cette mise à disposition gratuite par une convention pour une durée de 3 ans. Dans le cadre de cette délibération, M. Roland Fouché ne prendra pas part au vote puisqu'il est président de l'association. Merci. Des interventions, M. Collado. Oui, une question sur cette mise à disposition d'un bureau ou d'un local. C'est la première question sur le sens du mot, un bureau ou d'un local. Par ailleurs, est-ce qu'il y a équité et réciprocité avec les autres associations d'union de retraités? Et enfin, est-ce que cette mise à disposition se fait-elle de façon, on va dire exclusive? Non, parce qu'elle va être partagée avec une autre association, mais qu'en est-il si d'autres associations venaient à demander la même mise à disposition d'un bureau ou d'un local dans ces conditions-là? Alors, le bureau ou le local, c'est une question d'utilisation par l'association. Le local en question est utilisé pour des réunions du comité d'action sociale. Donc la demande qui a été faite par l'Union des retraités, qui est actuellement hébergée au foyer résidence personnes âgées, doit trouver un autre endroit pour sortir de cet équipement qui est géré par l'hôpital. Donc la demande a été faite à la mairie, on a trouvé une solution pour héberger cette association au sein de locaux communaux. Si d'autres associations font la demande, on cherche des solutions pour les héberger. Ça peut être dans ce cas-là, en fonction de l'utilisation. L'idée c'est de mutualiser les salles
Ça peut être aussi dans d'autres endroits, notamment la maison des services publics, en fonction du type et de l'objet de l'association. D'autres interventions, M. Antoine? Donc c'est juste une question de forme, une question sur la forme du document. Il y a des endroits où on dit que l'association va être occupante à titre gratuit, puisque vous mettez gratuitement à sa disposition le local. De l'autre côté, dans la convention, on est écrit que ce local est également loué au comité d'action sociale du personnel. Est-ce que d'un côté il est loué et donc il y a un locataire auquel vous imposez un occupant gratuit, ou bien est-ce que c'est deux occupants à titre gratuit qui se partagent le même local? C'est bien deux occupants à titre gratuit. Alors, on va modifier la rédaction. Voilà. Et d'autre part, est-ce que, un petit peu plus bas dans le texte, toujours au sujet de l'association des personnes retraitées, vous écrivez, elle s'engage en outre à faire assurer le local dans le cas des risques locatifs. Oui. Elle n'est pas locataire, elle est occupante à titre gratuit. Oui. Mais elle doit s'assurer quand même. Oui, dans le cadre de son occupation à titre gratuit. Voilà, c'est juste de la forme. D'accord, très bien. On va modifier. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Question numéro 5, autorisation du droit des sols, choix du service instructeur. M. Breuil. La commune, lors de son adhésion à Flair-Aglo au 1er janvier 2017, a décidé de confier au service de Flair-Aglo l'instruction des autorisations du droit du sol, ADS, c'est-à-dire les permis de construire, de déménager, de démolir, les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme, et a délégué la signature de ces actes également à Flair-Aglo. Cette compétence, dite délivrance des autorisations du droit du sol, et cette délégation doit être confirmée dans les 6 mois suivant le renouvellement du conseil municipal ou le renouvellement de l'élection d'un nouveau président de l'EPIC. L'article 4.22.1 du Code d'urbanisme dispose que l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un sujet faisant l'objet d'une déclaration est le maire au nom de la commune dans les communes qui sont dotées d'un plan d'occupation, d'un plan d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme tenant lieu. Il est rappelé les dispositions de l'article R 423-15 du Code de l'urbanisme. L'autorité compétente peut charger les actes d'instruction, les services de la commune, petit A, petit B, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, les services d'un syndicat mixte de constituant un groupement de collectivités, une agence départementale créée en application de l'article R 55-11-1 du Code général des collectivités territoriales. Petit e, les services de l'État lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées par l'article L 422B, 8, ou un prestataire privé dans des conditions prévues par le 7e alinéa de l'article 423.1. L'article 422.3 du Code de l'urbanisme dispose que lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue par l'article L422, qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. La délégation de compétences doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement de conseil municipal ou après chaque élection de nouveau président de l'établissement public. Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis ou sur chaque déclaration préalable. Rappelons la nécessité de retrouver la proximité avec les services municipaux et avec la population. Monsieur le maire indique qu'il est important que les autorisations de construire soient délivrées par la mairie. Le fonctionnement souhaité est proposé par Orne Métropole. Le service d'ADS assure l'ensemble de la procédure d'instruction, des autorisations et des actes désignés ci-dessus à compter de la transmission par Monsieur le maire jusqu'à l'envoi de la proposition de décision.
Le maire reste donc le seul décisionnaire et engage sa responsabilité et celle de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision de ne plus déléguer à Flairaglo l'instruction des autorisations du droit du sol, ADS, d'approuver le principe de recours à l'agence départementale d'ingénierie pour l'instruction des autorisations des sols, ADS, de donner délégation pour effectuer toutes les démarches à M. le maire. Merci. Des interventions, M. Collado. Oui, je passerai le texte pour les services si vous souhaitez. Hein. Mon intervention est un peu longue, mais elle est justifiée par la nature de la délibération. Donc, vous l'avez dit, depuis 2017, l'instruction avait été confiée à Flairaglo. Il y avait une forme de mutualisation et d'expertise qui fonctionnait plutôt bien. En tout cas, on n'a pas eu de retour de difficultés majeures. Le maire avait également délégué la signature à l'aglo. Cependant, le maire et les services de la ville étaient toujours consultés et jamais, en effet, on a eu de retour de difficultés majeures sur le service rendu par les services de l'aglo, ni sur le fonctionnement, ni sur la qualité de service rendu aux usagers. Les services instructeurs, par ailleurs, ne faisant que respecter les règles d'urbanisme de notre PLU. Je vais vous donner quelques chiffres sur les permis de construire, les déclarations préalables, les certificats d'urbanisme. En 2019, il y a eu plus de 200 autorisations du droit du sol, 26 permis de construire, 48 déclarations préalables, 139 certificats d'urbanisme, j'en passe. En 2020, bon, il y a eu crise sanitaire, des fermetures, un peu de ralentissement. Mais il y a eu à nouveau un peu plus de 200 autorisations de droit du sol, 11 permis de construire, 37 déclarations préalables et 138 certificats d'urbanisme. Je vous passe les A et les B, mais il y en a eu. Si on se penche sur le temps nécessaire pour instruire ces dossiers, l'estimation qui m'a été donnée est entre 0,4 et 0,5 ETP, sur une moyenne de 3 ans. En gros, en 3 années entières depuis que nous sommes à l'aglo, un peu plus en réalité, mais c'est sur une moyenne de 3 ans. Par ailleurs, il faut bien noter et savoir que les DIA, qui restent de la compétence aglo, sont de 103 en 2019 et 92 en 2020. Les DIA, c'est les déclarations d'intention d'aliéner. Nous avions donc sur ces bases-là quelques questions. Avez-vous conduit, ne serait-ce qu'une petite étude d'impact des changements en termes de services rendus aux habitants et en termes de coûts? Vous évoquez la proximité, alors que vous allez confier l'instruction du dossier en la déplaçant de Flers à Alençon. Nous, on ne voit pas où est la proximité sur ce déplacement de l'instruction. Or, en métropole, c'est Ingénierie 61 désormais, l'agence départementale basée à Alençon. Vous allez peut-être me dire qu'Ingénierie 61 le fait à titre gracieux, sans doute. Est-ce que vous avez une confirmation ou un engagement écrit de l'agence? Vous prenez une décision unilatérale. Vous êtes-vous techniquement calé et assuré avec les services de l'aglo pour garantir la continuité du service sans que cela nuise aux usagers de la Ferté? Enfin, l'aglo restera dans la boucle dans la mesure où elle a compétence pour les réseaux, eau et assainissement. Cela nous fera donc au total 3 interlocuteurs, la ville, Ingénierie 61 et l'aglo, au lieu d'un. En réalité, sous couvert de proximité, vous souhaitez évidemment reprendre la main et apposer votre signature en bas des permis de construire, ça se comprend. Mais vous continuez, et c'est votre objectif, à démanteler ce que nous avons construit avec l'aglo, alors même que vous n'avez aucune assurance de sortir de l'aglo. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque vous êtes dans une procédure au tribunal administratif. C'est pourquoi, sur cette question-là, nous, au moins, nous nous abstiendrons. Et en fonction de vos réponses, nous réviserons peut-être notre position. Quelques éléments de réponse. Vous évoquez les DIA. Les DIA ne sont pas du tout concernés par ce service instructeur, puisque les DIA sont liés à la compétence urbanisme et complètement indépendante de l'instruction des permis de construire. Donc la compétence urbanisme étant portée par Flairaglo,
Les DIA continuent le fonctionnement actuel. La dépose des DIA est faite en mairie et elle est transférée à Flair Agglo qui délivre l'autorisation. Il n'y a pas eu de délibération à prendre par le conseil municipal puisque c'est une compétence de Flair Agglo. Contrairement à l'instruction des permis de construire qui n'est pas une compétence de Flair Agglo. Sinon, on n'aurait pas à délibérer aujourd'hui. Vous évoquez les interlocuteurs pour instruire ces autorisations de droit des sols. Flair Agglo restera forcément un interlocuteur, comme vous l'avez dit, sur la partie réseau. En métropole instruira le permis de construire et la ville donnera toujours son avis. Donc on aura 3 interlocuteurs au lieu de 2. L'intérêt que l'on voit dans cette proposition, c'est que le permis de construire est délivré par la mairie. C'est pas ma signature qui compte, c'est pas ça. C'est que le permis est délivré par la mairie, c'est-à-dire qu'un habitant de la Ferté-Massé, l'interlocuteur qu'il va avoir, c'est la mairie, c'est les services de la mairie et les élus de la mairie. Un litige pourrait avoir lieu entre un habitant de la Ferté-Massé sur un dossier de permis de construire. C'est le cas, il me semble, dans une commune voisine. Le maire n'intervient pas du tout sur ces dossiers, puisque la signature est faite aujourd'hui par le président de Flair Agglo, au lieu que ce soit le maire qui traite les affaires communales en termes de permis de construire. La demande a indiqué, depuis 2017, le service est réalisé par Flair Agglo. J'ai rencontré à 2 reprises le président pour lui demander s'il pouvait modifier le fonctionnement en permettant à la mairie de la Ferté-Massé de délivrer les autorisations de permis de construire. Réponse du président, réponse négative du président, en disant non, je ne modifie pas le fonctionnement actuel, vous n'avez qu'à reprendre le service. La proposition qui est donc faite, c'est de passer une convention avec Orne Métropole pour que ces instructions se fassent à partir de la mi-janvier, puisque le délai de 6 mois se termine le 11 janvier. Donc les contacts ont été pris déjà entre les services d'Orne Métropole, les services de la mairie, pour assurer le transfert des dossiers et la continuité des dossiers, l'instruction des dossiers sur la commune. Voilà les réponses que je pouvais vous apporter. D'autres questions, M. Collado? Le coût, la Orne Métropole assure gratuitement pour les communes l'instruction des permis de construire. La réponse que j'ai. Autre question? Je mets aux voix qui s'abstient. 2, 3, 6 personnes. Enfin, il y a 8 personnes, il y a 2 pouvoirs. Ouais, plus pouvoir. Qui vote contre? On ne voit pas. Je vous remercie. Question numéro 6. Convention de mutualisation Flair Agglo, résiliation de la convention relative à la direction générale des services. Monsieur le maire rappelle que le 1er janvier 2017, la commune de La Ferté a intégré donc la communauté de Flair Agglo. Diverses conventions de mutualisation des services ont été alors conclues entre Flair Agglo et la ville de Flair et la ville de La Ferté-Massé, notamment une convention particulière de mise à disposition de la direction générale de la communauté de Flair Agglo, la ville de Flair et la ville de La Ferté-Massé. Monsieur le président de Flair Agglo a accepté la demande du directeur général adjoint de la communauté commune de Flair Agglo en charge de la direction générale des services de la commune de La Ferté-Massé d'être affecté à 100% auprès des services de l'Agglo. Il est donc proposé d'établir un avenant à la convention particulière de mutualisation de la direction générale de la communauté de Flair Agglo, de la ville de Flair et de la ville de La Ferté-Massé. Cet avenant précise les conditions dans lesquelles il est mis fin à la dite convention s'agissant de la ville de La Ferté-Massé au 1er décembre 2020 sans versement d'une quelconque indemnité.
avec les annexes en page suivante. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet d'avenant à la convention particulière A9/2017 susmentionnée, de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches. Merci. Des interventions? Je ne vois pas d'intervention. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Question numéro 7, tableau des emplois permanents, création d'un emploi administratif de direction. Donc c'est la suite logique de ce qu'on vient de faire. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de mettre en œuvre sous la direction du maire ou des élus délégués les politiques déclinées par l'équipe municipale, de gérer les moyens humains et financiers de la commune, de coordonner les activités des services, il convient de créer à compter du 1er janvier 2021 un emploi administratif de direction ayant, le cas échéant, vocation à occuper les fonctions de directeur général des services d'une commune de 2000 à 10 000 habitants par voie de détachement sur un emploi fonctionnel. Cet emploi est ouvert à tout fonctionnaire de catégorie A titulaire dans les grades accessibles pour une commune de 2000 à 10 000 habitants. En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment et sera recruté par référence au grade d'attaché en fonction de la durée et le niveau d'expérience professionnelle antérieure, ainsi que de son niveau de formation. Celui-ci sera classé entre le premier échelon et le quatrième échelon de ce grade. Dans ces conditions, le détachement sur emploi fonctionnel ne sera pas possible. Il pourra en revanche bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. Vu avis favorable du comité technique en date du 16 décembre 2020. Il est proposé au conseil municipal de procéder à effet du 1er janvier 2020 à la création d'un emploi administratif de direction dans les conditions précitées, de charger M. le maire d'effectuer, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges afférentes à cette création d'emploi seront inscrites au budget 2021 de la collectivité. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. C'est prise d'effet à compter du 1er janvier 2021, tout le monde l'a compris. Vote contre? Abstention? Merci. Question numéro 8, création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services des communes de 2000 à 10 000 habitants. Donc toujours la même chose, c'est la même suite, donc je ne vous lis pas le descriptif. Je passe directement à l'agent détaché sur l'emploi de directeur général des services bénéficiera de la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale et de la grille indiciaire de l'emploi fonctionnel créé. Il bénéficiera également de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue dans l'article du CIVE 88 et d'une NBI. Il pourra également bénéficier des dispositions de régime indemnitaire de la collectivité liées à son grade. Vu l'avis positif du comité technique en date du 16 décembre, il est proposé au conseil municipal de procéder à effet du 1er janvier 2021 à la création d'emplois fonctionnels de directeur général des services des communes de 2 à 10 000 habitants dans les conditions suspensionnées, de charger M. le maire d'effectuer toutes les marches. Merci. Des interventions? Il n'y en a pas. Juste une précision sur les conditions de financement de ce poste. Voilà, la convention de mutualisation qui mettait à disposition de la ville de La Ferté-Macé la direction générale de Flair-Aglo représentait une dépense d'environ 70 000 € par an. Donc il n'y aura plus cette dépense qui nous permet de pouvoir recruter un directeur général des services voilà, sans avoir une charge importante
à assurer. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question numéro 9, emploi non permanent, création de poste. Service technique, en raison d'un accroissement temporaire d'activité au sein des services techniques, unité voirie logistique, il a lieu de créer un emploi non permanent d'un agent polyvalent à temps complet dans les conditions prévues de l'article 3.1.1 de la loi 84-53 modifiée, à savoir contrat à durée maximale de 12 mois, compte tenu des renouvellements pendant une période de 18 mois consécutifs. La rémunération est fixée sur la base du premier échelon, indice brut 353, majoré 330 de la grille indiciaire. Les crédits nécessaires à cette création de poste seront inscrits au chapitre 12 du budget 2021. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier et de charger M. le maire d'effectuer toute démarche. Merci. Des interventions. Monsieur Frémont. Oui, je voulais savoir si vous avez anticipé le nombre de retraités qu'il va y avoir dans le prochain mandat au niveau des services techniques. Parce que ailleurs, il va y avoir beaucoup de retraités. Est-ce que vous avez commencé à anticiper de recruter, former quelque chose? Que dans 2-3 ans, vous allez vous trouver, il y aura du matériel, il y aura plus de personnes pour conduire et utiliser le matériel. Donc c'est judicieux d'y penser maintenant. C'est un sujet qui doit être intégré dans le débat d'orientation budgétaire, la gestion prévisionnelle des emplois. Donc ce sera présenté et débattu lors du prochain conseil municipal de mi-février. D'autres interventions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Question numéro 10, compte épargne-temps, Olivier Breuil. Le CET, compte épargne-temps, peut être ouvert à tout moment à la demande de l'agent. Il est alimenté par les reports des RTT, jours de réduction du temps de travail RTT, des jours de congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20, proratarisé pour les agents à temps partiel et à temps non complet, et des jours de repos compensateur si la délibération l'autorise. Les jours épargnés peuvent tout ou en partie être utilisés sous forme de congé ou si la délibération le prévoit, indemnisés ou pris en compte pour la retraite complémentaire. Un règlement similaire avait été adopté par la commune historique de La Ferté-Massé et de la communauté de communes de Flers-Saint-Michel, La Ferté-Saint-Michel. La Ferté-Saint-Michel. Ce règlement doit être aujourd'hui remanié pour être en conformité avec les évolutions de la réglementation et correspondre aux modalités de mise en œuvre actuellement en vigueur dans la collectivité. Ce règlement détermine, après la consultation du CTP, après la consultation du CTP du 16 décembre et dans le respect de l'intérêt du service, des règles d'ouverture, de fonctionnement et de gestion du fonctionnement du CET, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. Oui, tout ça est pareil. Le conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de règlement de gestion des comptes épargne-temps au sein de la collectivité. Le règlement est joint en annexe, sachant que dans le règlement, il y a une erreur qui s'est insérée. C'est dans l'article 4, l'alimentation, la dernière phrase, c'est-à-dire juste avant l'article 5, il est stipulé que avant la date du 31 janvier, il faut lire avant la date du 15 janvier. Dans le cadre de la délibération, il y avait deux paragraphes. Un paragraphe qui était déjà indiqué
le plus haut dans le corps de la délibération, c'est le dernier qu'il faut supprimer. Des interventions. On ne voit pas. Abstention, on vote contre. Merci. Question numéro 11, budget, décision modificative numéro 3, Olivier Brun. Monsieur le maire, informe les membres du conseil municipal afin de tenir compte des évolutions des postes de dépenses et de recettes, il y a lieu de procéder aux ouvertures de crédit selon le tableau annexé. Donc, dans le tableau que vous avez annexé, vous avez à chaque fois des petits rappels pour savoir à quoi ça correspond. Sur les recettes de fonctionnement, l'essentiel des points négatifs, c'est-à-dire des recettes que l'on n'a pas eues, concerne les incidences financières du Covid. Il y a plusieurs états. L'élément le plus important concerne la non-recette par rapport au repas du restaurant municipal, puisque par définition il n'y a pas de repas servi, alors que ces repas étaient budgétés à l'origine. Donc ça c'est une partie importante. Et on a, vous voyez, dans les recettes de fonctionnement, l'autre chiffre le plus important, c'est un positif de 325 000 €, 65, et qui correspond en fonction à une régularisation pour la dotation et participations, les dotations forfaitaires. C'est un recours qui avait été fait auprès du tribunal. Et en fin de compte, l'État nous reverse effectivement ce qu'il devait nous verser à l'origine. Ça concerne les recettes de fonctionnement. Sur les dépenses de fonctionnement, on a donc en plus, qui n'était pas trop prévu, un certain nombre d'achats de remplacement de matériel. Et on a le chiffre de dépenses imprévues qui est là, 168 728, qui est là pour équilibrer le budget, pour se mettre en rapport avec la dotation forfaitaire qui n'était pas prévue au budget initial. Merci. Des interventions. Oui, Monsieur Antoine. Je note dans ce tableau une ligne... Attendez, il y a un micro. Avec le masque. Si vous voulez. Je note dans ce tableau la présence d'une ligne concernant des taxes foncières, si je ne m'abuse, payées au titre de l'ancienne l'ex-usine Moche. Au-delà du fait qu'on paye pour cette friche industrielle, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, alors même qu'il y a visiblement un exploitant, un occupant à l'intérieur, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour transformer cette friche industrielle en quelque chose d'un petit peu plus positif pour le centre-ville? Parce que on s'est tous battus pendant la campagne dernière sur la revitalisation du centre-ville, et on a pardonnez-moi, je vais employer un mot un petit peu grossier, on a une bouse posée au beau milieu du centre-ville depuis des années, depuis maintenant plusieurs décennies, et on n'en fait rien, on n'en parle jamais. Il se trouve que le hasard fait que je suis propriétaire d'une maison qui est juste à côté. D'accord ? En 2017, j'ai reçu, suite à un coup de vent, la moitié de la toiture de l'usine dans mon jardin. Ça s'est résolu avec les assurances, tout s'est très bien passé, pas de souci, sauf que, depuis, l'ensemble de toitures existant a été à peine consolidé. Donc, un nouvel accident pourrait se produire avec des conséquences qui pourraient être beaucoup plus graves. Il y a des gens qui habitent autour, au-delà de nous, il y a des enfants, d'accord ? Et on prend un risque important. Donc ma question, c'est au-delà de mon cas personnel d'être voisin de cette merveilleuse usine, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette usine? Monsieur Antoine, c'est un sujet que l'on a pris en compte dès juillet avec un occupant d'un
un bâtiment communal sans titre. Voilà. Ce qui nous a permis de remonter à l'origine de la propriété communale, hein, avec des péripéties sur cet équipement-là. Il faut savoir qu'il a été occupé par l'occupant actuel, occupé avec option d'achat. Le coup premier a été signé, c'était à l'époque de la communauté de communes du Pays Fertois, droit de préemption appliqué par la communauté de communes, qui devient donc propriétaire, l'occupant attaque au tribunal, à gain de cause, situation non réglée, sortie de l'affaire Thémassé de la communauté de communes en 2011, arrêté préfectoral qui attribue à la commune la propriété du bâtiment, qui ne convient pas au président de la communauté de communes, qui par acte unilatéral décide acte unilatéral du 17 avril 2017 qui indique que le bâtiment est de nouveau propriété de la commune. Vous voyez le cheminement un peu compliqué, et je pense que les dégâts de couverture ont eu lieu en tout début d'année 2017. Voilà, qui a été donc encore propriété ou gérée par la communauté de communes du Pays Fertois, alors que l'acte préfectoral avait dit qu'en 2011, le bâtiment était communal. Voilà. Donc la question de la taxe foncière, la communauté de communes du Pays Fertois l'a réglée, ou a attaqué la ville au tribunal administratif pour que ce soit la ville qui règle sur la base de l'arrêté préfectoral de 2011. Communauté de communes qui a été dégoûtée au tribunal administratif, qui a fait appel, c'est en cours d'instruction, pour que la ville règle la taxe foncière depuis le 1er janvier, depuis le 12 janvier 2011, date de sortie. C'est en cours de procédure. La première décision indique que la ville devrait payer à partir des 4 dernières années, puisque les autres sont d'échéance quadriennale. Voilà sur la taxe foncière. Ce que l'on a fait, on a pris contact avec l'occupant actuel. J'ai dû le voir 5 ou 6 fois. On lui a fait une proposition de régularisation de bail. Enfin, c'est même pas une régularisation de bail puisqu'il n'y en avait pas. Une proposition de bail avec un tarif de location qu'il n'a pas accepté. Il nous a fait une proposition, je ne vais même pas la dire là parce que c'est indécent. Voilà, donc la décision qui a été prise, c'est de déposer un référé expulsion, référé qui va être déposé semaine prochaine, hein, pour déjà régler ce problème d'occupant sans titre, pour que la ville devienne réellement propriétaire et gère son bien. Sur le devenir de cette friche, avec une partie qui est en meilleur état, nous l'avons intégré dans notre appel à projet Petite Ville de demain. Voilà, devenir de cette structure, voilà, avec des idées, résidence senior à cet endroit-là, par exemple. Donc cette opération-là est intégrée dans l'appel à projet pour lequel on a été retenu, puisqu'on a eu la décision hier, dans la réflexion de redynamisation du centre-ville qui répond à cet appel à projet. Oui. Juste une remarque. Merci pour votre réponse, déjà. Deux, si vous arrivez à faire partir l'occupant actuel, je vous invite à être très très prudent sur la sécurisation des lieux pour éviter qu'il y ait création d'un squat. Ouais. Parce que ça s'y prête parfaitement. Et si un jour
ça devait arriver, vous auriez certainement beaucoup de mal à faire partir des occupants non désirés, parce que là, pour le coup, c'est autre chose que juste un exploitant sans support. Tout à fait. Alors, notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur des locaux qui sont loués. On a pu sécuriser à l'extérieur, notamment dans la petite cour à l'arrière, il y avait un escalier avec des risques de chute de couverture. Donc, on a sécurisé cette partie-là, puisque c'était à l'extérieur, mais on n'a pas pu intervenir à l'intérieur, puisque le bâtiment est occupé. Illégalement, mais il est occupé. Merci. Voilà. D'autres interventions? Monsieur Clément? Oui, moi je voulais simplement revenir sur la dotation forfaitaire, les 365 000. Effectivement, c'est pas une opération comme ça qui s'est régularisée. Un peu plus fort. Oui, je n'ai pas le micro et en fait, je n'ai pas la même voix que les voisins, donc je t'ai plus demandé de parler. J'ai pas ça complètement. Ah, merci, à nous deux, on va faire quelque chose. Alors, micro. Là, ça va, vous m'entendez? Là, je vais être obligé de parler plus bas maintenant. Non, je voulais juste revenir sur la dotation forfaitaire et la régularisation qui est intervenue, parce que, effectivement, je crois qu'il faut connaître, certains ici, les anciens, j'irais, connaissent peut-être un petit peu ce qui s'est passé. Pour les, entre guillemets, nouveaux, si je puis dire, peut-être que c'est moins clair. Donc, juste une précision par rapport à ça. Il s'agit d'une régularisation, la dotation comme une nouvelle, La Ferté-Antoigny, qui a été actée et signée par la préfète le 12 janvier 2017, alors qu'il aurait fallu et il aurait dû être signé pour le 31 décembre 2016. Donc derrière cela, effectivement, il y a une incidence financière, d'où le préjudice et la régularisation, parce qu'effectivement, la référence en ce qui concernait la dotation aurait dû être l'année 2015 et non pas l'année 2016, ce qui veut dire que ça génère effectivement une moindre recette de 182 750 € à peu près, je crois, de mémoire par an. Donc voilà un petit peu la précision. C'est vrai que c'est une bataille juridique qui a été engagée depuis cette année-là, effectivement, ça a demandé du temps. Et donc aujourd'hui, la régularisation partielle vient d'être faite parce que les années 2017 et 2018 viennent d'être régularisées par rapport à cette somme de 365 000 €. Il nous reste encore 182 700 € à percevoir au titre de l'année 2019 et j'espère que ça viendra le plus rapidement possible. Mais je crois que c'était bon de rappeler un petit peu le contexte et la façon dont les choses se sont passées en 2017. Voilà. Merci, Monsieur Clément. Juste une précision. Hein. Malheureusement, pour 2019, le tribunal a rejeté notre demande pour une explication simple. Hein, c'est que le délai de recours sur une décision préfectorale est de 2 mois. La publication des chiffres de la DGF en 2019 a eu lieu le 13 juin. Délai de 2 mois, 13 août 2019. Malheureusement, la ville a déposé son recours que le 7 février 2020. Le tribunal a donc dit qu'on était hors délai et qu'on ne pourrait pas percevoir la régularisation de DGF pour cette année 2019. La ville va donc perdre 182 594 €. Monsieur Collado. Alors, sur cette question-là, de la même façon que vous avez un doute sur le bien fondé de la décision de la préfète, je pense que nous aussi, nous avons quand même un doute sur cette question du recours, parce que le fait générateur ne remonte pas à la décision de régularisation. Le fait générateur, il remonte bien initialement à la décision de la préfète, et ce fait générateur a bien été corrigé. Donc après, juridiquement, il est peut-être opportun de faire appel de cette question-là. Vous avez dit que c'est trop tard. C'est ce qui est fait, Monsieur Collado. On a fait appel, on a eu une réponse qu'on appelle de Nantes. On continue à essayer de trouver la solution pour récupérer ces 182 millions. Parce que vous comprenez bien que le fait générateur n'est pas la deuxième décision, mais la première décision qui emporte toutes les autres.
auquel cas le tribunal n'a pas à nous dire le recours subséquent n'est pas, dans les délais n'est pas respecté. Non, c'est bien le fait générateur qui initialement est au 12 janvier pour lequel on a fait appel. Enfin, on a fait appel, oui. Oui, voilà. Monsieur Pelado, vous connaissez bien comment les juges peuvent traiter les choses, hein, et le juge se borne à dire le délai est prescrit, terminé. Voilà. Donc on continue à essayer de trouver la solution pour récupérer cet argent-là. Le fait de ne pas avoir déposé le recours dans le délai de 2 mois, forcément, fragilise notre demande d'intervention auprès du tribunal. J'avais une dernière question, c'était sur l'ADM, à la ligne 617-20, études et recherches, je lis 21 600 € pour études Calia sortie de Ferraglo. Il me semblait que ce que nous avions fixé comme montant était de 16 800 €. Et le différentiel, il tient à quoi? Alors, l'étude commande initiale a été du montant 14 000 € hors taxe, ce qui fait les 16 800. Madame la préfète nous a demandé une étude complémentaire dans le cadre de cette étude pour connaître l'impact de la dotation globale de fonctionnement sur les communes de Flers-Aglo et sur les communes de la communauté de communes. Donc en termes de dotation globale de fonctionnement et en termes de fonds de péréquation intercommunale et communale. Quel est l'impact de la sortie La Ferté-Massé de Flers-Aglo sur les communes, sur les communautés de communes, et sur Flers-Aglo, DGF et FPIC. Voilà, d'où l'étude complémentaire. D'autres interventions? Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Bagnoles-de-l'Or en Normandie, année scolaire 2019-2020. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par courrier en date du 18 novembre 2020, la commune de Bagnoles-de-l'Or en Normandie sollicitait auprès de la commune la participation financière aux frais de scolarité d'enfants antoniaciens et fertois scolarisés dans le groupe scolaire Lancelot au titre des années scolaires 2019-2020. Le conseil municipal de Bagnoles-de-l'Orne a fixé le montant de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement comme suit. 541,92 € par élève pour l'année scolaire 2019-2020. Un enfant originaire de la commune historique d'Antoigny y était scolarisé. 541,92 € par élève pour l'année scolaire 2019-2020. 3 élèves originaires de la commune historique de La Ferté-Massé y étaient scolarisés. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier et d'accepter de prendre en charge les frais de scolarité des enfants domiciliés sur le territoire de la commune de La Ferté-Massé et scolarisés dans le groupe scolaire Lancelot de la commune de Bagnoles-de-l'Orne, soit un montant total de 2 167,68 €, correspondant à 4 élèves multipliés par 541,92 €, soit 2 167,68 €. Et de charger Monsieur le maire d'effectuer toute démarche utile et nécessaire pour la conduite en bonne fin de la présente décision. Merci. Des interventions? Je vais juste donner quelques informations sur ce dossier de remboursement des frais de scolarité par les communes extérieures, puisque là,
on est dans l'autre sens où c'est la ville de La Ferté-Macé qui va régler les frais de scolarité des enfants de la commune sur Bagnoles-de-l'Orme. En sens inverse, en ce qui concerne La Ferté-Macé, on est arrivé en juillet, on avait une dette de 280 000 euros, dette de remboursement de frais de scolarité par les communes extérieures. On a engagé les démarches auprès des différentes communes, apporter les éléments demandés, les informations demandées, et voilà, on arrive à trouver des solutions et des accords. Voilà, je voudrais remercier Madame le maire et son conseil municipal de la commune de Magny-le-Désert, qui la semaine dernière a pris une délibération pour accepter le remboursement des frais de scolarité qui étaient dus sur les années 2017 à 2019, qui représentait un montant de 204 000 euros. Voilà, à force d'apporter les éléments et les informations, on a une délibération qui va bien. Je remercie aussi les services qui ont travaillé là-dessus pour apporter les éléments auprès de la commune. Une autre délibération de la commune de Magny est importante puisque elle valide aussi la participation de la commune aux frais de scolarité de l'année 2020-2021. Voilà, donc on est entré dans un processus régulier de remboursement des frais de scolarité à La Ferté-Macé, ce qui permet de sécuriser nos recettes de fonctionnement, et ça c'est très très important. On a eu d'autres rencontres avec des communes qui sont aussi dans ce cas-là, avec des dettes de remboursement de frais de scolarité. Voilà, donc les choses avancent, on apporte des éléments, on essaie de trouver des solutions et des réponses. Voilà, c'est un dossier que l'on continue à suivre. Des interventions. Monsieur Collado. Alors, c'est très bien, monsieur le maire, mais vous avez l'impression que, vous nous donnez l'impression que parce que vous arrivez, vous avez résolu cette dette auprès de la commune de Magny. Savez-vous combien nous avions, enfin, en tout cas moi, quand je suis arrivé aux affaires scolaires, savez-vous combien nous avions de dettes auprès de la commune de Magny? 328 000 euros. Et il nous a fallu apporter la preuve, comme de la même manière que vous l'avez fait, pour régulariser cette dette de 328 000 euros. Et ça ne datait pas des précédentes mandatures. Vous n'aviez pas, et vous n'avez pas le même interlocuteur que nous avions, d'accord? Je m'en félicite. Moi aussi. Les choses auraient sans doute été différentes. Mais nous avons fait tout notre possible. Tout notre possible. Des réunions régulières. Même si on n'est pas obligé, mais on a mis en place des réunions régulières. Et malgré cela, on nous objectait toujours une virgule, un sous-compte dans un sous-compte auquel il manquait éventuellement. Et quand bien même la préfète nous donnait un accord, eh bien l'accord de la préfète était attaqué. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est vrai que vous avez réussi, mais nous aussi nous avons réussi à récupérer sur les 328 000 euros, 320 000 euros exactement. Voilà. Et c'était pas sans difficulté. Voilà. Alors c'est très bien, continuons et continuez à faire ce que vous faites, parce que nous, on avait encore l'année dernière réuni les maires, y compris Magny. On a trouvé un certain nombre d'arrangements avec certains, mais pas avec d'autres, malheureusement. Tout à fait. Bon, c'est bien, les choses avancent, comme nous les avons fait avancer lorsque nous avions 328 000 euros. Mais on n'avait pas le même interlocuteur. Oui, mais M. Collado, je ne parle pas uniquement de la mairie de Magny. Il y a la délibération de Magny qui est importante pour nous. Mais malheureusement, il y a d'autres communes où c'est plus difficile. Notre voisin des Romandelles, par exemple. Je suis parfaitement au courant. Et on était allé devant Madame la préfète, on avait trouvé un accord et cet accord n'a pas été respecté. Voilà, et une procédure judiciaire également en cours encore avec le Civoise des Romandelles. Mais ce qui est dû et doit être payé puisque c'est la loi. Tout à fait. Très bien, d'autres interventions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie.
Question numéro 13, renouvellement du traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel. Renouvellement du traité de concession pour la distribution publique du gaz naturel GRDF. La commune de La Ferté-Macé dispose sur son territoire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel faisant partie de la zone de desserte exclusive de GRDF. Les relations entre la commune et GRDF sont formalisées dans un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel signé le 16 mars 1992 pour une durée de 30 ans. Vu le Code général des collectivités territoriales, l'article L. 1411-12 prévoyant que les dispositions des articles 1411-1 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de services publics lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise. Vu les lois N 46-628 du 8 avril 1946, numéro 2003-8 du 3 janvier 2003 et numéro 2006-1537 du 7 décembre 2006, intitulant un monopole de la distribution publique du gaz naturel au profit du gaz de France et transférant ce monopole à GRDF, gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à Gaz de France. Vu l'article L 111-53 du Code de l'énergie, au titre duquel GRDF est seul à pouvoir assurer la gestion des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive, le renouvellement de traité de concession se fera au profit de GRDF sans publicité préalable, ni mise en concurrence avec la commune de La Ferté-Macé. Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants. La convention de concession qui précise le périmètre communal concédé et la durée de concession fixée à 30 ans, ainsi que les modalités de son évolution. Le cahier des charges de concession précise les droits et obligations de chacun des contractants, notamment que GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité des biens et des personnes et la qualité de la desserte. GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner le projet d'aménagement de la commune et le raccordement au réseau de ses habitants. 5. Document annexé précisant les modalités spécifiques. Annexe 1 regroupe la modalité locale convenue entre la commune et GRDF. Annexe 2 définit les règles de calcul de rentabilité des extensions. Annexe 3 définit les tarifs d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. Annexe 3 bis présente le catalogue des prestations de GRDF. Annexe 4 définit les conditions générales d'accès au réseau de gaz. Annexe 5 présente la prescription des techniques de distribution. Le cahier des charges proposé est établi selon un modèle négocié avec la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, présente des avantages pour la commune, comme par exemple la commune de La Ferté percevra une redevance de fonctionnement annuel dont le but est de financer les frais liés à l'activité d'autorité concédante. Le montant sera actualisé chaque année. Il est estimé à environ 3 800 € pour l'année 2021. Le système de suivi de la performance de concession permet la prestation de l'amélioration des services publics de distribution de gaz naturel. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de traité de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel avec GRDF, joint en annexe à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à signer la convention de concession pour une durée de 30 ans pour la distribution publique de gaz naturel avec GRDF pour la commune de La Ferté-Macé à toutes les pièces y afférentes, de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires pour la conduite à bonne fin de la présente décision. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Excusez-moi, monsieur le maire, juste sur la durée de la concession. Je sais bien que c'est des durées qui sont, on va dire, conformes à ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est un peu long, 30 ans, notamment quand on se projette sur la question des énergies fossiles, et notamment des lois qui, dans les logements nouveaux, vont, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu l'esprit de l'État, d'interdire le gaz dans les constructions neuves. N'aurait-il pas été
plus raisonnable, mais je sais bien que c'est difficile de négocier avec GRDF, des durées un peu plus courtes compte tenu de cette question-là. On n'est pas sur la fourniture de gaz. Oui, c'est bien. Hein, on est sur la distribution du gaz, c'est-à-dire c'est sur les réseaux, les moyens techniques qui permettent de distribuer le gaz sur la commune. Donc ce que vous évoquez, l'évolution des textes par rapport à la consommation de gaz dans les logements, etc., ne concerne que la distribution. Il faudra toujours, même si on réduit la consommation, toujours distribuer le gaz dans les réseaux. Donc là, on est vraiment sur de l'équipement en réseau, et la durée de 30 ans est calée sur les durées d'amortissement des travaux qui sont faits pour améliorer la qualité du réseau. Voilà pourquoi il y a 30 ans. Monsieur Frémont. Est-ce qu'ils tiennent compte des unités de méthanisation qui se raccordent au réseau? Ça va générer des réseaux plus importants. Donc peut-être que le montant de 3 000 € devrait être vu. Il va y avoir des unités de méthanisation qui vont injecter le gaz dans nos réseaux. Oui, GRDF ou GDF, je pense que c'est plus GDF, qui intervient dans ce domaine-là, puisqu'on récupère le gaz de méthanisation pour le réinjecter dans le réseau. Mais GRDF, lui, a en charge le réseau, pour permettre le réseau et les équipements, pour permettre le raccordement des usines de méthanisation sur le réseau et de renvoyer le gaz de méthanisation dans le réseau de distribution. D'autres interventions? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Question numéro 14, convention tripartite, section triathlon. Section triathlon pour l'année scolaire 2020-2021. Il doit être tendu. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que par délibération du 16 décembre 2019, l'Assemblée délibérante a accepté de conclure avec le collège Jacques Brel et le club de triathlon Flair La Ferté-Massé une convention tripartite pour la poursuite d'une activité triathlon au sein du collège pour l'année scolaire 2019-2020. Cette convention a pour but de préciser les conditions et modalités de partenariat entre les trois parties signataires. Pour l'année scolaire prochaine, il y aura lieu de poursuivre cette activité et de conclure une nouvelle convention afin que la commune puisse facturer au collège la prestation effectuée par un agent communal diplômé ETAPS. En effet, il advient au collège Jacques Brel d'assurer le règlement financier des heures libérées par la commune pour la réalisation de l'activité par cet agent à raison de 28,25 toutes taxes de l'heure pour un montant maximum de 2542,50, soit 90 heures maximum sur la période. La présente convention est conclue pour l'année scolaire 2020-2021. Il est proposé au Conseil de décider de conclure avec le collège Jacques Brel et le club triathlon Flair La Ferté-Massé la convention tripartite relative à la section triathlon pour l'année scolaire 2020-2021, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et de me charger d'effectuer les démarches. Merci. Les interventions? Monsieur Clément. Moi, je voulais juste apporter une précision par rapport à cette convention, qui est une convention qui n'a pas été mise en place en 2019, mais qui a été mise en place en 2017, avec le collège, avec la première convention, avec le collège et avec la section, avec le triathlon de Flair. Donc voilà, tout simplement, c'est simplement la continuité d'un projet qui a vu le jour il y a 4 ans. Ça va faire 4 ans maintenant. À ce titre-là, il y a combien de participants cette année? Je ne sais pas. Monsieur Colano. Non, je vais dire que ça fond. Alors, je n'ai pas, oui, le nombre exact pour répondre à la question de Jackie, mais c'est une section qui fonctionne très bien, qui a fait des émules, et les jeunes participants se sont vus récompensés au niveau départemental et régional. Merci, monsieur. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je veux bien le micro, Joël, je suis désolé.
Merci. L'ordre du jour est épuisé. On doit... Pardon ? C'est bon, Joël, d'accord. Excusez-moi. Convention de partenariat Sésame 2021. Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil que la délibération du 14 octobre 2019, l'Assemblée délibérante décidait de conclure une nouvelle convention de partenariat avec Sésame Normandie, et ce afin de promouvoir la location des gîtes de loisirs pour l'année 2020. Sésame Normandie propose à l'intercomité d'entreprise et assimilé de Normandie des réductions sur la location des dits gîtes. Les conditions sont les suivantes. Réduction de 10% sur les gîtes de loisirs en saison et basse saison, valable aussi sur les week-ends. L'offre choisie pour ce partenariat avec Sésame Normandie est l'offre gratuite avec une insertion basique simple et agenda des sorties sur le site internet de Sésame pendant 1 an. Afin de continuer à promouvoir la location des gîtes de loisirs sur le site internet de Sésame Normandie, il y aurait lieu de renouveler ce partenariat par le biais d'une nouvelle convention. Il est proposé au conseil municipal de décider de conclure pour l'année 2021 une nouvelle convention de partenariat, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et de le charger d'effectuer les démarches. Merci. Une intervention ? Je n'en vois pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc là, on est bien à la fin de l'ordre du jour. J'ai oublié de faire approuver le procès verbal de la précédente réunion. Y a-t-il des questions, monsieur Antoine ? Je n'ai pas de questions, mais de remarques sur les réponses que vous avez apportées à 2 de mes questions. L'une portait sur le service attractivité. Je note dans votre réponse que ce service attractivité sera mis en place à partir du 1er janvier 2021, jusque-là pas de problème, et qu'il sera créé à partir de la fusion des actuels services animation, sport, loisirs et communication. Nous sommes bien d'accord. Bien. Si je me réfère à vos documents de campagne, et le but c'est pas de refaire la campagne, hein, je précise tout de suite, je note que, à la page 3 de votre programme, sous le titre « Relancer le développement économique », ce titre est suivi de la phrase suivante, je cite, « Une mairie doit accompagner le développement économique de son territoire en étant aux côtés des entreprises présentes et en mettant tout en œuvre pour que de nouvelles entreprises viennent s'installer. » Bien. Viennent ensuite vos propositions dont la première est rechercher, accueillir et accompagner les porteurs de projets de développement et de création d'activités via un service chargé de l'attractivité. Dans cette page, les seules parties qui sont en noir et en caractère gras, c'est ce que je viens de citer. Ce qui veut dire qu'il y a bien une logique entre le développement économique, l'accompagnement et le service attractivité. Là, ça c'est de la technique de communication, mais c'est de la mise en avant de l'idée qui est développée. Alors, on peut en conclure que ce service attractivité, c'est effectivement la clé de voûte de l'édifice que vous avez bâti, que vous avez proposé au territoire. Jusque-là, je n'y vois absolument aucun problème. Sauf que je suis un peu surpris que, pour accomplir une mission aussi cruciale, vous vous contentiez de regrouper des compétences qui s'exercent dans le domaine de l'animation, du sport, des loisirs et de la communication. Je n'y vois personnellement pas de compétences dans le domaine économique, financier, à aucun moment. Donc, je suis un petit peu surpris. C'est pour ça que je reviens sur ce sujet-là et je précise que, en parlant de compétences, je ne parle pas des personnes.
je n'attaque personne. Je parle juste des compétences que l'on peut attendre pour arriver à avoir un service d'attractivité qui soit efficace. Je vais répondre si lui veut compléter, après elle le fera. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Le service attractivité était, dans notre idée, lié à la sortie de Flairadio. C'est-à-dire de pouvoir reprendre la main sur cette partie-là. La sortie de Flairadio ne se fait pas au 1er janvier 2021, donc ça perturbe ce que l'on avait envisagé dans l'organisation de ce service-là. Je vous rappelle que la compétence développement économique est portée par l'ADO ou par un interco, n'importe quel interco. Donc l'idée n'est pas de faire du développement économique, l'idée est d'avoir un service qui soit le relais des porteurs de projets pour pouvoir les réorienter et les appuyer au sein de l'interco. Donc c'était ça l'idée. En ce qui concerne l'activité du service, on travaille en ce moment sur le développement d'activité des deux services que qu'on a indiqués la dernière fois, le service animation, sport, culture, loisirs, et le service communication, pour augmenter leur activité. À titre d'exemple, le responsable du service sport, culture, loisirs a piloté le dépôt des appels à projets dynamisation de centre-ville auprès du conseil départemental et a piloté le dossier de dépôt de l'appel à projet Petite Ville de demain. Voilà. Donc c'est une réorientation aussi des missions de ces deux services-là qui doivent travailler en coordination étroite pour pouvoir assurer cette commercialisation de notre ville à l'extérieur pour faire venir des porteurs de projets. Voilà. Je donne la parole à Sylvie si vous complétez. Oui, pour employer une expression que j'aime pas beaucoup mais qui est connue, c'est plutôt du marketing territorial que nous devons faire, c'est pas du développement économique. Donc c'est d'où l'importance de la présence du service communication dans cette démarche d'attractivité. Et l'attractivité pour nous c'est quelque chose de totalement transversal, ça concerne tout ce que nous faisons dans notre ville qui peut donner envie de venir y vivre. Attirer une entreprise, c'est pas seulement lui trouver des terrains et des bâtiments, c'est aussi donner envie à ses salariés de s'y installer. Donc il faut qu'on l'approche dans sa globalité en fait. Alors, je suis d'accord avec vous au détail près qu'à ce moment-là, quand on vend sous l'étiquette développement économique et qu'ensuite on traite en dehors du développement économique, je suis désolé, c'est un petit peu comme le vendeur qui vous dit je vais vous vendre une grande et belle statue et à l'arrivée on vous livre un bibelot. C'est un petit peu la même démarche et je trouve que c'est très, très logique. La campagne, c'est du marketing. Hein. Oui, enfin... c'est ça aussi. Personne en marketing parce que ça ne tient jamais ses promesses. Mais ceci dit, je serais ravi de voir sortir enfin ce service et de voir en activité, c'est-à-dire de voir des actions concrètes. Très bien. La deuxième... le deuxième sujet que je voulais aborder, j'avais posé également une question sur la police municipale. Dans votre réponse, je cite, vous dites « Effectivement, nous souhaitons réinstaller la police municipale que vous avez supprimée. » Le « vous » ne me convient pas parce qu'il est inclusif. C'est-à-dire que vous m'inclut dans la précédente municipalité. Parce que si suppression de la police municipale il y a eu, c'est une décision de la précédente municipalité. Alors je n'ai jamais eu le moindre lien avec elle. Je n'ai donc pas d'héritage à assumer, moi. Je vous demande donc de modifier cette phrase juste de la manière suivante. Effectivement, nous souhaitons réinstaller la police municipale que la précédente municipalité a supprimée. Alors, dans ce cas-là, moi je vais demander évidemment suspendu, puisque vous savez bien qu'entre le départ en retraite et la longue maladie d'un des agents, elle n'a pas été supprimée, elle a été suspendue.
C'est pas suspendu, M. Collado, quand on décide de ne pas remplacer un agent qui part en retraite et qu'on sait que le service ne peut plus fonctionner, ça veut dire qu'on arrête le fonctionnement du service. Elle n'a pas été supprimée. C'est supprimé, on donne pas les moyens au service de fonctionner, donc on supprime le service. Eh bien, nous verrons ce que vous allez faire dans la matière, parce que c'était un de vos principaux engagements de campagne. Tout à fait, tout à fait. Et M. Collado, j'ai indiqué à plusieurs reprises que je souhaitais que l'analyse financière de la situation de la commune soit faite avant de prendre la décision. Voilà, la délibération qui a été prise par la commune de Magny-le-Désert va dans ce sens-là, nous permet de sécuriser une recette de l'ordre de 70 000 € par an les années qui vont venir, nous permet d'envisager l'installation et la réinstallation du service de police municipale sans doute l'année prochaine. Elle n'a pas été supprimée. Monsieur Frémont. Oui, parce qu'on parle de police, c'est pas... Voilà, je trouve anormal que les gens ne mettent plus le disque bleu, en rose bleu. Moi, je le mets même le samedi et dimanche. Vous, élus, la plupart ne mettez jamais votre disque. Moi, dans le dernier mandat, j'ai eu 2 PV pour le département de disque. J'étais à mon bureau, je passais. Je les ai payés, je le mettais toujours. Et là, je trouve anormal que vous, élus, vous ne mettiez pas le disque. Ça, il y a des traits bleus, à ce moment-là, on les efface. Mais il y a une zone bleue, il faut la faire respecter, même si elle n'est pas respectée, mais ayez au moins l'obligeance de mettre votre disque. Merci, M. Frémont. M. Antoine. Juste une précision, vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que vous acceptez de modifier votre réponse ou pas? Non, 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 la réponse a été faite, il faut l'enregistrer, c'est tout. Non, le service a été arrêté par la précédente municipalité. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Dans ce cas-là, il faut l'écrire comme ça. Et pas mettre M. Antoine dedans. C'est ce qu'il demande, c'est tout, si j'ai bien compris. Ah oui, tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas vous, que vous avez arrêté, parce que le vous m'inclut dedans, et je ne suis pas responsable de quoi que ce soit de la précédente municipalité. D'accord. Et auquel cas, je réinsiste, monsieur le maire, j'ai bien signalé, et on a été plusieurs, à dire que, et dans ce cas-là, puisque vous voulez mettre exactement ce que vous voulez mettre, nous souhaitons que soit ajouté ce qui a été dit, la police n'a pas été supprimée stricto sensu. Elle a été suspendue pour les raisons que vous connaissez. Et on ne peut pas recruter des policiers comme ça, et on ne met pas un policier tout seul dans une ville. C'est au minimum une équipe de 2. C'est pour ça qu'elle a été suspendue. Vous connaissez les difficultés budgétaires, vous venez d'en parler, mais aussi les difficultés de recrutement de la police, des gens formés, ce n'est pas de simples gardiens de zone bleue, c'est des gens formés, qualifiés, qui ont un parcours, une expérience, et moi j'en avais reçu 2 de ces gens-là pour les embaucher. Les CV étaient arrivés, il y a eu un entretien, et on était prêt à les embaucher. Bon, vous raisonnez différemment, c'est votre droit, mais dans ce cas-là, ajoutez au PV que la police, pour en tout cas ce qui nous concerne, n'a pas été supprimée. Nous souhaitons que ce soit enregistré et écrit suspendu. Et puis vous écrivez supprimé. Donc on maintient le texte que l'on a mis dans. Oui, vous maintenez supprimé, mais je demande à ce que ça soit pour de notre côté supprimé. On notera votre intervention dans le prochain procès-verbal. Merci. Donc approbation du procès-verbal avec les remarques qui ont été faites. Position, vote contre, merci. Questions diverses. Des questions, M. Collado? Oui, j'avais 2 questions diverses. Vous avez répondu à la première sur le rejet par le tribunal du référé de suspension pour absence d'urgence. Ma deuxième question posée sur la remise, distribution des colis, je ne sais pas comment l'appeler. Vous savez qu'en raison de la pandémie, le repas des aînés donc, avait été annulé et reporté du printemps à l'automne. À l'automne, vous connaissez donc le contexte à nouveau, ça n'a pas pu avoir lieu. Et puis, vous avez décidé de remplacer ce repas des aînés par une remise ou une distribution de colis. Compte tenu du contexte sanitaire, évidemment, ça se comprend. Je vous avais mis un mail en fin de semaine. Vous m'avez répondu hier après-midi. Compte tenu du délai, j'ai remis cette question au Conseil, parce qu'on a un délai de 48 heures pour le règlement. Sinon, si j'avais eu une réponse avant, je ne serais pas intervenu sur ce sujet-là. Il semble mineur, mais il ne l'est pas. Donc chaque année, au repas des aînés, tous les élus étaient informés, mais aussi invités et associés à aider
au service notamment et à la préparation de la salle. Bon, ça c'était le repas des aînés. Et participer les volontaires aux différentes tâches. Cette année, il a pris une forme différente, ça se comprend, et vous avez choisi de distribuer ou de remettre 900 colis, un peu plus de 900 colis aux 900 aînés. Bon, bah, du coup, vous avez retrouvé le fichier qu'on avait utilisé la dernière fois pour les personnes vulnérables, c'est ni plus ni moins que le fichier des personnes de repas des aînés. Vous voyez, moi je ne l'ai pas inventé, je ne sais pas comment vous avez fait, mais en tout cas, 900 et quelques aînés, 900 et quelques colis pour les personnes de plus de 72 ans. Donc, comme pour le passé, nous aurions, nous, souhaité être au moins informés. Pourquoi? Nous, quand je dis minorité, pourquoi? Parce que le repas des aînés, c'est sa vocation, c'est pas un outil de la majorité. Or, je lis dans un de vos articles, sur Ouest France, entre autres, mais aussi sur le site de la ville, que seront distribués les colis par les élus. Je dis bien les élus. Hein, j'ai imprimé vous regarderez sur le site de la ville. Par les élus. Or, ce ne sont pas par les élus. Si vous mettez les élus, il faut dire les élus de votre majorité. Et en même temps, ce n'est pas les élus de votre majorité, puisque j'ai même vu des colistiers distribuer des élus. Des colis, pardon. Hein, des colistiers. Or, vous écrivez que vous distribuez les colis par les élus, sous-entendu c'est les élus du Conseil, puisque c'était la vocation de cette opération-là auprès des aînés, et alors ce n'est pas le cas. Et en même temps, vous excluez la minorité de cette opération-là. C'est pour ça que je vous ai écrit, c'est tout. Maintenant, j'avais quelques questions par rapport à ça, compte tenu du contexte sanitaire. Alors ça a fait débat chez nous, hein, je peux vous dire, hein, parce que j'ai dit aux collègues, est-ce que vous souhaitez qu'on s'associe à cette opération de remise? J'ai écrit au maire. Bon, elle dit, ben moi, compte tenu du contexte, je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. L'épidémie reprend, même avec toutes les précautions, on ne sait jamais, au plus haut sommet de l'État, le président, avec toutes les précautions qu'il prend, il a été touché. Bref, et c'est pas terminé. Donc, certains m'ont dit, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir m'y associer, en tout cas, de distribuer comme ça des colis dehors et d'aller au contact des gens. Bon, ok, mais je vous ai quand même fait la proposition parce que ça a été la majorité dans notre groupe pour dire on souhaiterait s'associer et je l'ai mis pour vous aider à vos côtés à la remise de ces colis aux aînés de la Ferté-Massé. Votre réponse a été nous avons un nombre suffisant de personnes, hein, c'était ça, donc nous n'avons pas besoin de vous, merci. C'est dommage, on aurait souhaité être informé, et pourquoi pas associé, on aurait pu aussi imaginer d'autres solutions. Vous évoquez le centre-ville. Je ne sais pas ce qui a présidé au choix des produits du panier. Certains m'ont dit, bon, un crayon, un masque, une bouteille de poiret et un paquet de gâteaux, c'est très bien, mais bon, ça fait un peu chic. On aurait pu imaginer, par exemple, un partenariat avec l'UCIA pour que ces dépenses-là aillent au centre-ville, par exemple. En tout cas, c'est une des propositions que nous aurions pu faire, parce que je comprends bien qu'il y a un budget limité, autour de, je ne sais plus, nous, on était autour de 9 ou 10 000 euros, on avait réussi à baisser parce qu'on avait fait, comment associer les services de la restauration municipale pour réduire le coût, et associer également le lycée Flora Tristan pour, bon, aujourd'hui, cette année, c'est pas possible, mais on regrette quand même que vous nous n'en ayez pas parlé, qu'on ne soit même pas associé, et puis qu'on n'ait même pas pu mettre la moindre idée sur le sujet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire le repas des aînés et que le contexte sanitaire sera meilleur. En attendant, je vous demande de rectifier sur le site de la ville, ce ne sont pas les élus, ce sont les élus de la majorité qui ont distribué. Merci, Monsieur Collado. Quelques éléments de réponse. Hein. L'organisation du repas des aînés a toujours été fait, si ma mémoire est bonne, et organisée par le CCAS. Sur le budget CCAS, c'est pas 10 000 euros, hein, ça doit être moitié moins. Voilà. Donc l'idée qui a été faite, non, c'est ça. Non, vous vous trompez. Hein. C'est 10 000 euros. Oui, c'est 10 000 euros. Si je peux me permettre, c'était 9 000 euros effectivement il y a quelques années, jusqu'à ce que la prestation soit faite au niveau du restaurant municipal, alors qu'auparavant c'était un prestataire extérieur.
Et donc les dépenses, la dernière dépense qui a été faite dans ce cadre-là, était de l'ordre de 5 500 €, animation comprise. C'est ça. Voilà. Donc on a décidé de conserver le même montant de dépenses réparti sur l'ensemble des bénéficiaires. Participer au repas déjeuner à environ 500 personnes. Là, on a distribué un colis aux 920 personnes concernées. Alors, on a récupéré une liste via la liste électorale pour retrouver les personnes concernées. Voilà comment ça a été fait. Ça a été réalisé par le service du CCAS, puisque c'est aussi ce service-là qui est en lien direct avec ces personnes-là et qui permet d'avoir un contact et de rencontrer les personnes. C'est pour ça que la distribution de ce colis a été faite par des élus qui se sont proposés et qui n'avaient pas nécessité d'avoir une trentaine de personnes. Voilà. Ah non, des élus, non, c'est pas que des élus, monsieur. C'est pas des élus. Désolé. Et des personnes qui se sont proposées pour faire la distribution, tout à fait. D'autres, il n'y avait pas d'autres questions. Quelques informations. J'annonce l'ouverture de la recyclerie Les Fourmis Vertes dans l'ancien garage des pompiers rue du Collège le 6 janvier. L'ouverture le 18 janvier de la maison France Service à la maison des services publics. Et le transfert de la permanence CDHAT CAUE dans le cadre de l'OPA piloté par Flair Aglo à la maison des services publics à compter du jeudi 7 janvier. C'est un déplacement de l'ancienne pharmacie vers la maison des services publics. Voilà les informations. Et l'ordre du jour étant terminé, je lève la séance et vous invite à aller, vous avez reçu l'invitation à la plantation du ginkgo biloba à la salle des arts martiaux. Merci.